Alors peut-être que pour, pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut, donc dans quelle situation nous sommes et qu'est-ce que pourrait nous apporter l'autonomie dans la situation actuelle, j'aimerais partir un petit peu de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Sur le plan des droits. Bon. Moi, à titre personnel, je suis arrivé en Loire-Atlantique en 1999. J'ai été assez atterré par ce que j'ai découvert. Voilà un territoire qui, historiquement, est breton. Une partie, c'est plutôt l'identité galaise, la Haute-Bretagne. À l'ouest, c'est quand même la Basse-Bretagne, contrairement à ce que l'on pense. On a un peu oublié ça, mais la presqu'île est Basse-Bretagne, de Basse-Bretagne à l'origine. La toponymie le rappelle encore. Et au milieu, il y a une grande ville, la ville de Nantes, qui a marqué fortement l'histoire de la Bretagne, qui est une de nos capitales historiques. Bon, il n'y a pas plus breton que la Loire-Atlantique. Hein, la Bretagne, c'est déjà une diversité. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce découpage, cette partition, pour des raisons historiques, ça s'est produit comme ça. On a eu peur un peu de cette Bretagne-là. On s'est dit, on va la couper en deux, ça sera beaucoup mieux. Bon, on ne va pas revenir sur les raisons, puisque la bourgeoisie aussi nantaise a une part de responsabilité, une certaine bourgeoisie. En tout cas, la Loire-Atlantique, maintenant, fait partie de la région des Pays de la Loire. Et tous les pouvoirs publics aujourd'hui, tous les services publics, la région, les collectivités locales, eh bien, sont dans une situation de promotion de cette identité-là et de substitution identitaire. C'est-à-dire qu'actuellement, en Loire-Atlantique, pour faire court, on déshumanise. On ne fait rien pour rappeler l'identité bretonne, les pouvoirs publics s'en moquent, en tout cas, mais surtout, on met le paquet sur l'identité ligérienne. C'est-à-dire que, à partir des écoles, notamment, et notamment des lycées, eh bien, on va défendre cette identité ligérienne et tous les services publics, même les principaux médias, sont au diapason. Et donc, du haut, en bas, il y a une identité officielle qui tombe, c'est l'identité ligérienne. Et comme on n'enseigne pas l'histoire de la Bretagne, qu'est-ce qu'il y a en face? Il n'y a que les militants, les associations culturelles qui essayent de faire des choses pour rappeler qu'il y a la Bretagne, une identité qui a marqué ce territoire et qui est toujours présente chez les gens. Alors on réussit quand même, ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, puisque plus de 60-70% des gens là-bas se sentent bretons et revendiquent l'appartenance bretonne et souhaiteraient la réunification, comme le montrent tous les sondages, malgré déjà des décennies de propagande. Donc c'est une situation de déshumanisation pure et simple. La région des Pays de la Loire consacre des millions d'euros à sa communication. Ces millions d'euros-là, on ne les a pas pour défendre l'identité de la culture bretonne. Hein, alors que ça devrait être le cas. Non, avec l'argent public, on va déshumaniser, promouvoir une identité qui ne veut rien dire, en lieu et place de l'identité bretonne qui est là. Voilà. Donc ça nous donne quand même à réfléchir sur les fondamentaux de la société française, quelque part, et son rapport à l'altérité. La langue, bon, on l'enseigne à 3-4% de nos enfants, ça reste dérisoire. On peut dire que c'est mieux qu'avant, mais on reste quand même dans le domaine du dérisoire. L'altérité, on ne veut pas la voir dans l'espace public. L'affaire des livrets de famille en langue bretonne, bilingue en tout cas, on sait de quelle manière on nous a répondu. On ne veut pas nous voir dans l'espace public. Le seul problème, c'est que l'espace public en France, c'est l'espace du visible, c'est l'espace qui importe. Le reste, c'est l'espace du privé, ce qu'on ne veut pas voir. Mais l'espace public, il est énorme, celui du visible. Et dans ce qui est visible, on ne veut pas vous voir. Or, comment voulez-vous sauvegarder une culture, une identité, si on ne doit pas la voir? Si vous n'avez pas le droit de la montrer? Évidemment, ça pose question. Et bon, c'est antidémocratique. La réponse, d'ailleurs, faite par la chancellerie au livret bilingue, c'est le décret ou la loi du prairial en je ne sais plus trop combien. Bref, on invoque un texte qui est un texte de conquête pour imposer le français dans les territoires conquis outre-Rhin. C'est ce texte-là qu'on nous impose aujourd'hui pour nous dire, bah non, vous ne pouvez pas mettre du breton sur vos livrets de famille. C'est quand même assez extraordinaire, alors que tout ce qu'on demande, c'est du bien. C'est quelque chose qui est impensable. D'ailleurs, on voit bien qu'on ne veut pas de cette altérité-là. Le territoire, c'est une secondarisation de notre territoire par rapport à Paris. Il n'y a plus d'aménagement du territoire, ça n'existe pas. La régionalisation, elle est morte, on va dire les choses clairement. L'autonomie fiscale, elle est tellement dérisoire que ça ne sert pas non plus beaucoup d'en parler. Et puis l'arrivée d'un nouvel acteur, la métropole. Les métropoles ont désormais le droit à un statut particulier, les grandes métropoles, statut particulier qui refusait à la Bretagne et qui refusait aux régions et au vieux peuple, on va dire ça comme ça. Donc ça pose question, mais l'argent il est là. Le budget
de la mairie de Nantes ou de la mairie de Rennes, il est beaucoup plus important que le budget de la région Bretagne. Voilà, au niveau de l'ordre de valeur. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On dit qu'il n'y a pas d'argent pour la culture, mais nous avons une langue bretonne à défendre qui est dans une situation difficile. À Nantes, on va mettre 8-10 millions d'euros par an dans les marionnettes géantes, hein, Royal de Luxe, l'éléphant, tout ça. Bon, voilà, 10 millions d'euros par an, 8 ou 9, je ne sais plus, 15 millions d'euros par an dans l'opération commerciale Voyage à Nantes. Bon, ça fait beaucoup. Et pour la langue bretonne, vous savez quoi? Quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis, vous avez l'Agence culturelle bretonne à Nantes, c'est un placard à balai, 4 mètres sur 5 mètres. Voilà. Voilà où nous en sommes. Il n'y a pas d'argent. Alors, qu'est-ce qui est important? La sauvegarde d'une langue ou l'éléphant? Ou la marionnette géante? Mais c'est la société dans laquelle on vit. Il y a une confusion, manifestement, dans l'échelle des valeurs. Mais encore faut-il le dénoncer, parce que quand vous dites ça, les gens ne voient pas le problème. En général, vous dites ça à la mairie de Nantes, ils ne voient pas le problème. Non, c'est... Voilà. On est dans une façon de se développer, c'est la grandeur qui prime, une façon aussi, un mode de développement bourgeois où on se coupe complètement de ses racines, on se coupe du peuple et des peuples. Ce qui importe, c'est la grandeur. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'un éléphant géant ait été créé à Nantes et que les langues bretonnes, on s'en fout. C'est pas pour rien non plus que les gens résistent aujourd'hui, Nordicus, à la création de l'aéroport. C'est aussi peut-être parce qu'il y a ce conflit entre la métropole, la grande ville et les campagnes. Et ce conflit-là, cette fracture-là, elle est, je crois, de plus en plus forte et elle explique aussi en grande partie l'espèce de rejet aussi que peuvent avoir certaines personnes, rejet viscéral de cet aéroport. Les hommes, j'en parlais tout à l'heure, oui, des carrières de second rang pour nos enfants. Essayez donc de payer des études à Paris pour vos enfants ou dans les grandes écoles, vous verrez de suite que c'est difficile. L'inégalité des chances, elle est sociale, socialement, bien évidemment, suivant la classe sociale à laquelle vous appartenez, c'est plus ou moins difficile. Hein, vous n'avez pas tout à fait les mêmes ressorts pour essayer de grandir et faire grandir votre progéniture, mais il y a aussi la dimension territoriale. Et ça, on l'oublie totalement. Mais la dimension territoriale, elle est fondamentale. Si vous habitez à Paris et vous êtes un milieu aisé, vos enfants iront dans les grands lycées et iront dans les grandes classes préparatoires. Des grands lycées et accéderont aux grandes écoles. C'est comme ça que ça marche. Plus ça va, moins il y a d'égalité des chances. Dans les années 50, c'était possible. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, inégalité culturelle, inégalité des chances, et la réaction que le pouvoir a par rapport à ce problème, qui est un problème crucial, quand on a tout construit sur l'égalité, c'est le symbole. Si on va créer une voie d'accès privilégiée à Sciences Po pour certains lycées de la banlieue, on crée des discriminations supplémentaires. C'est tout ce que l'on fait. Pas autre chose. Le principal, c'est de donner un vernis démocratique au système pour que le système perdure, pour que les enfants de la bourgeoisie parisienne puissent toujours accéder à ces grandes écoles. Il ne faut pas se leurrer. Et il faut donner l'image, l'impression de se socialiser, d'être près du peuple. Alors on va sortir les symboles du chapeau, et puis ça marche parce que les gens tombent dans le panneau. Mais c'est le système qu'il faut réformer, complètement, dans ses structures. Mais ça, on refuse de le faire. Perte du sens de la démocratie, peut-être. La démocratie, on croit que ça fonctionne bien parce qu'on va tous voter, c'est très bien, mais la démocratie, elle fonctionne un peu comme une fin en soi. Voilà, parce qu'on va voter, on pense que ça suffit. Mais la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Hein, la démocratie n'est pas une fin en soi, mais plutôt une boussole, quelque chose qui doit nous conduire toujours à aller vers l'autre, à affronter les problèmes, à permettre aux gens de régler les problèmes qui leur apportent, qui les concernent directement. Or, les problèmes qui nous concernent, nous Bretons, nous échappent totalement. Hein, les élections régionales, ce sont des débats nationaux. La sauvegarde de la langue bretonne, on n'a jamais été consulté, nous, en Bretagne, sur ça. Jamais. Hein, la réunification de la Bretagne, on n'a jamais été consulté sur ça, on ne le sera pas. On n'a pas été consulté sur la partition. On n'envisage pas de nous consulter par référendum. Et maintenant, on nous dit, les socialistes qui sont là-bas à Nantes, nous disent que les Bretons ne s'intéressent pas à la réunification. Voilà. Donc, les questions qui sont fondamentales, celles qui touchent à l'identité. L'identité, qui est quand même le premier des droits culturels, qui sommes-nous? Nous n'avons pas accès à ça. Donc, c'est une démocratie qui est malade et qui fonctionne avec une grande sphère publique, que l'on connaît bien. Hein. Sphère publique, c'est des gens qui sont élus depuis 20 ans. C'est aussi des fonctionnaires en nombre certainement beaucoup trop important. Il y a des modes d'action, etc., qui ne sont plus adaptés à la vie moderne aujourd'hui, en tout cas à la mondialisation et à la compétition économique. Et cette sphère publique, elle est complètement déconnectée du peuple. Je dis vraiment parce que entre la société civile
le peuple, on va dire les gens, et cette collectivité publique, et cette sphère publique qui l'emporte. En France, c'est la sphère publique qui décide de tout. Elle décide souverainement de l'intérêt général. Qu'est-ce qui est l'intérêt général, hein? On le fait avaliser au peuple après, c'est tout. Mais c'est les technocrates en général qui définissent l'intérêt général. Alors dans d'autres systèmes, c'est beaucoup plus le peuple. Bon, il y a aussi certainement des critiques à faire, mais le système est plus démocratique en ce sens que la société civile est concernée par ce qui se passe. En France, la sphère publique est tellement forte qu'elle peut même décider de l'identité des gens. C'est ce qui se passe en Loire-Atlantique. On nous apprend que nous sommes des Ligériens. Voilà, c'est la sphère publique qui nous dit ça. Tous les élus, hein, tout ce qui est important, tout ce qui compte. Voilà. Et effectivement, la sphère publique est tellement grande que le secteur concurrentiel en France, il est le plus faible d'Europe, 47-48%. Tout le reste, c'est la sphère publique, parapublique. Donc le poids que ça représente, ça, c'est colossal. Mais oui, bon, donc c'est quelque chose évidemment qui est tout à fait important et qu'il va falloir essayer de faire bouger. Un autre exemple, par exemple, Maille, le président du Conseil général du Finistère, devrait être le premier défenseur de la langue bretonne. Alors qu'est-ce qu'il a fait récemment? Dans un discours tout à fait clair, il a jeté l'éponge en disant « Oui, un peu de breton sur les panneaux, c'est très bien, mais on ne fera pas plus. On ne fera pas plus parce que la langue bretonne n'est plus une langue d'usage. » Bon, on est des milliers à se battre pour que la langue bretonne demeure une langue d'usage et pour essayer de la parler le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose qui passe pour perte et fracas. Pourquoi? Parce que M. Maille, il est dans l'appareil politique. Il a toujours été dans cet appareil juridico-politique jacobin. Il en suit les règles, les principes, et il ne veut pas le bousculer. Cet appareil-là, quelque part aussi, il lui a permis d'accéder, d'avoir un poste. Voilà, et donc, il y a quand même un problème à partir du moment où le premier principe responsable politique d'un territoire jette l'éponge. Il y en a d'autres. Hein, le maire de Châteaulin, UMP, a dit des choses aussi claires il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on marche sur la tête, je serais tenté de dire. On marche véritablement sur la tête. Et ce qu'il va falloir peut-être réussir un jour, c'est reconquérir cette sphère publique. Y être enfin, pour nous-mêmes, ou avoir des élus qui soient, dans cette sphère publique, qui soient capables de défendre véritablement nos intérêts et de bousculer l'ordre juridico-politique. Bon, nous n'en sommes pas, évidemment, encore là.